Alors, dans une pédagogie inversée, ce qu'on va chercher à faire, c'est déplacer des choses que l'on fait traditionnellement en classe en les envoyant vers le travail à la maison et vice-versa, prendre des choses que l'on peut demander ou en fait qu'on demande traditionnellement aux étudiants, on va l'amener en classe. Donc, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que ça nous permet, dans le fond, d'envoyer à la maison les exercices ou les travaux que les étudiants peuvent faire de façon plus individuelle. Donc, par exemple, des lectures, se familiariser avec certaines notions. C'est des choses que les étudiants peuvent faire de façon individuelle à la maison. Ils n'ont pas besoin nécessairement d'avoir un contexte social pour réaliser cette tâche-là. Et les choses où les étudiants ont besoin peut-être plus d'encadrement, plus d'aide de leur père, alors ça, on va l'amener en classe. Donc, par exemple, pour quelque chose dans un contexte traditionnel qui pourrait prendre 5 heures, bon, ben ça se peut que, vu que l'étudiant n'est pas tout seul à la maison à bloquer, on peut le faire en classe, peut-être qu'on gagne 1 heure à ce moment-là. Bon, ben ces heures-là, on peut les réinvestir dans des activités pédagogiques que des fois, on ne fait pas dans une session, pas parce qu'on n'a pas l'idée ou parce qu'on ne trouve pas que c'est une bonne idée de le faire. C'est souvent une question de temps. Les activités où les étudiants sont plus actifs, où on leur demande de collaborer, de travailler en équipe, c'est des activités qui prennent beaucoup plus de temps en classe que simplement énoncer des trucs au tableau puis faire quelques exemples. Alors moi, ce que je fais, c'est justement le temps que je réussis à récupérer, je le réinvestis dans des activités pédagogiques qui prennent plus de temps. Pour la production et la préparation, en fait, ce que je fais, je ship mon contenu, je le scripte un petit peu aussi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime scripter le texte que je vais lire, donc je ne suis pas quelqu'un qui aime ça lire un texte, mais quand même, je teste mes exemples. Je m'assure que, vraiment de bien cibler le contenu, que l'exemple que j'utilise va vraiment aller chercher la notion que je veux montrer, que je veux expliciter. M'assurer que le niveau est adéquat dans l'optique où moi, la vidéo, je la produis pour une initiation à la matière. Donc, bien entendu, l'exemple que je vais choisir doit être en conséquence. Ensuite, j'enregistre mon écran d'ordinateur avec une tablette graphique. Je fais ma vidéo, je parle en même temps, je fais le montage, puis après ça, je la partage. J'ai pas d'outils pour m'assurer qu'ils visionnent les vidéos, mais de toute façon, pour moi, c'est pas nécessairement ça le plus important. Moi, le but de la classe inversée, c'est pas qu'ils visionnent des vidéos, c'est qu'ils arrivent préparés en classe, qu'il y ait un minimum de bagage sur les notions qu'on va discuter. Dans le fond, qu'on ait un point de départ avec un peu de contenu. Donc, à la limite, s'ils ne regardent pas les vidéos, mais qu'ils lisent un manuel scolaire, je vais être heureux. Mon but, c'est pas les vidéos, c'est vraiment la préparation. Je me suis rendu compte à un moment donné, parce que je donnais des lectures, puis les étudiants ne les faisaient pas. Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était une question de médium. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais faire des vidéos, voir si ça fonctionnerait mieux. Puis c'est un peu paradoxal parce que là, c'est peut-être, étant donné que je suis expert de contenu en mathématiques, mais regarder une vidéo de 10 minutes en mathématiques, pour moi, c'est plus long que de lire 5 pages en mathématiques puis comprendre. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas on n'est pas au même niveau, les étudiants, eux, ils l'apprennent, mais des fois, je me pose la question si ça serait pas plus court pour eux de lire les pages dans le manuel que de visionner la vidéo, mais ça, ils le font pas, ou très peu, alors que visionner, ça, ils vont le faire. Bon. Alors, ce que je fais, c'est que je circule dans la classe, je me prends un moment dans la classe où je leur fais faire une activité individuelle au début du cours, et je regarde les notes de cours qu'ils ont pris. Donc, vraiment, nous, on a des notes de cours qu'on leur fournit. Puis là, il y a des exercices préparatoires. Par exemple, 2 exercices préparatoires avec 2-3 sous-questions. Puis je me promène, je regarde s'ils l'ont fait. Et je regarde aussi, quand j'ai plus de temps, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je vais cibler 1 ou 2 questions pour voir si c'est bien compris ou à quel niveau c'est bien compris, où est-ce qu'il y a eu des erreurs. Donc, ça m'aide aussi à faire le retour après. Premièrement, mes équipes que j'ai formées, c'est des équipes que moi j'ai formées au début de la session. C'était des étudiants qui arrivaient du niveau secondaire, qui arrivaient au collégial, donc c'était leur première session. Et ce que j'ai fait, c'est que je voulais avoir des équipes le plus hétérogènes possible, mais au niveau des écoles de provenance. L'idée, c'est que je voulais que ça crée des équipes et pas qu'il y ait des amis qui se placent dans une équipe, 2-3 étudiants d'une école secondaire de la même provenance, avec 2-3 autres, puis qu'il y ait des sous-groupes dans les équipes. Donc, je leur ai donné une feuille avec 6 rôles à se distribuer entre eux et la description des rôles. Et puis là, au début de la session, ils ont discuté, ils se sont attribués les rôles. Dans les cours en classe inversée que je donnais avant,
J'avais des taux de réussite en haut de 90%, alors qu'en général, bon, c'est sûr que c'était pas un cours problématique, là, où il y avait beaucoup d'échecs, là. Ça tournait peut-être plus dans les 80%, aux alentours de 80%, donc ça l'a monté de 10 à 15% quand même. C'est sûr que sur un groupe de 30 étudiants, on ne parle pas non plus d'une quantité astronomique d'étudiants de plus qui réussissent. Au niveau de la moyenne dans les cours, ça l'a augmenté aussi. C'est certain qu'il faut faire attention parce que quand on compare des moyennes de avant puis après, les évaluations ne sont pas pareilles non plus. Avant, en mathématiques, d'une façon plus traditionnelle, c'était très examen, puis on corrige les examens, donc quelque chose de plus standard, de plus traditionnel. Maintenant, je peux donner des travaux de session qui sont d'envergure, étant donné que ça libère du temps de classe. C'est beaucoup plus flexible. On a beaucoup plus de flexibilité. Donc, quand on donne un travail de session qui dure pour toute la session, veut pas, il faut lui donner une pondération qui est adéquate. Et en faisant ça, on a coupé un petit peu la pondération sur les examens, puis il a mis plus de poids. Alors, je fais les mêmes évaluations qu'avant. Je fais encore des examens traditionnels, mais leur importance en termes de points est diminuée au profit d'autres évaluations qui sont plus d'envergure. Alors, c'est certain que quand on compare les moyennes avant et après, il faut faire attention parce que même si c'est les mêmes évaluations, les pondérations ont changé. Donc, mon gros travail de session que je peux donner 50 points, 50%, avant, on donnait quelque chose de beaucoup plus petit et on donnait peut-être 10 ou 15 points pour ça. Donc, certainement, ça a veut pas, si on change les pondérations, ça change sur la note. Par contre, ce que j'ai cru remarquer, c'est au niveau de la rétention. À la fin de la session, j'ai remarqué qu'il y avait des étudiants qui se rappelaient beaucoup plus d'étudiants qui se rappelaient de trucs qu'on avait vus au début de la session, puis pas juste des trucs, je veux dire, pas trivial, mais plus simple, des trucs assez fondamentaux de la matière qui, à la fin de la session, quand on parlait un peu de révision, ça sortait beaucoup plus facilement de la bouche des étudiants qu'avant. Donc ça, pour moi, c'est quand même un gros gain. Si à la fin de la session, tu es capable de te rappeler de choses du début de la session, puis des trucs conceptuels, c'est quelque chose de très, très positif. C'est un conseil que je peux donner. D'ailleurs, peu importe l'approche qu'on veut instaurer en classe, si elle diffère beaucoup d'un contexte traditionnel, moi, je pense qu'il faut l'expliquer aux étudiants. Premièrement, quand je présente le plan de cours, j'explique ça va être quoi la session, comment ça va se dérouler. J'explique pourquoi je le fais aussi, pour pas que ça ait l'air d'un caprice de professeur de dire « moi, je fonctionne comme ça, donc vous allez vous adapter à moi ». Je leur explique la raison, je leur explique, par exemple, les taux de réussite dans le cours, en général, c'est ça, on essaie quelque chose de différent pour voir s'il y a quelque chose de positif, on l'a essayé dans d'autres classes, ça semble donner des trucs positifs. Alors juste ça je pense que ça les réconforte un peu, de savoir qu'on fait quelque chose pour leur réussite. Je leur explique aussi que ça va être plus de travail que dans un cours plus traditionnel, parce que, pas pour tout le monde, mais dans un cours traditionnel au collégial, le nombre d'heures qu'ils sont supposés faire à la maison, c'est pas tous les étudiants qui les font de façon hebdomadaire, de façon continue. Alors que dans une classe inversée, les étudiants n'ont pas vraiment le choix de travailler de façon, un minimum en tout cas, de façon continue parce qu'on s'attend à ce qu'ils arrivent préparés. Alors, c'est certain que la charge de travail est plus grande. Est-ce qu'elle est trop grande? Ça, c'est une question qu'il faut se poser parce que c'est sûr que si on compare avec un étudiant qui ne fait jamais son travail à la maison, à celui qui fait le travail qui devrait être normalement demandé, c'est sûr que la charge elle a l'air trop grande, mais elle n'est pas trop grande, en fait, elle est juste adéquate.